Bien, donc en 20 minutes, je vais essayer de vous parler de la maladie d'Alzheimer, de l'évolution de la maladie d'Alzheimer, donc une maladie qui évolue entre quelques mois et 20 ans pour certains patients, puisqu'on sait qu'il y a des formes d'évolution lente aujourd'hui. Et je ne vous apporterai pas le point de vue du médecin, mais le point de vue d'un médecin, bien entendu. Alors, je vais partir donc de la notion de complexité. Je vais essayer de caler 4 points quand même dans cette intervention de 20 minutes et partir d'abord de la complexité liée aux troubles cognitifs, aborder dans un deuxième temps la complexité liée aux troubles du comportement, puis dire quelques mots sur l'anticipation, puisqu'on a vu ce matin que tout était prêt d'un point de vue juridique, ou en tout cas un certain nombre de choses sont prêtes pour que l'on puisse anticiper dans de bonnes conditions les mesures que l'on doit prendre pour accompagner le patient, même dans les phases tardives. Et enfin, je terminerai peut-être sur la nécessité d'inventer d'autres modèles qui nous permettent d'aborder les cas les plus difficiles et les cas de fin de maladie, de fin de vie. Bien, donc je vais partir du préambule et de l'introduction qui figure sur le dépliant, qui souligne déjà cette complexité et cette grande difficulté liée à la fluctuation des symptômes, notamment cette alternance de phases de lucidité et de confusion. Donc il y a dans la maladie d'Alzheimer une part d'imprévisibilité qui pose problème, qui constitue une difficulté dès l'annonce de la maladie, qui complexifie le questionnement éthique et ne facilite pas toujours la mise en œuvre d'une mesure juridique adaptée. J'y reviendrai. Donc ma première partie est consacrée à la complexité liée aux fonctions cognitives. Je ne vais pas vous faire l'injure de refaire toute la symptomatologie de la maladie d'Alzheimer. Je sais qu'il y a beaucoup de soignants dans la salle, mais au moins dire que les troubles peuvent exister en proportion extrêmement variable d'un patient à l'autre, qu'il n'y a pas de tableau caricatural, et peut-être dire un mot sur ce qui peut retentir le plus dans la vie courante, l'atteinte des fonctions exécutives, pas seulement donc les troubles de mémoire, il y a d'autres symptômes, ces fonctions exécutives qui nous permettent, qui nous donnent une capacité d'abstraction, de planification, d'initiation, d'exécution, d'anticipation et parfois aussi d'inhibition de certaines tâches. Donc on les mobilise et il y a des exemples qui sont donnés dans la vie quotidienne. Un exemple classique qui consiste à dire, quand je me dirige, je prends un chemin dans un but bien précis pour aller faire une course par exemple, si je suis détourné, si mon attention est détournée de ce but, je risque de me perdre si j'ai une atteinte des fonctions exécutives. C'est exactement ce qui se passe pour certains patients Alzheimer. Ils ne peuvent plus replanifier un nouvel itinéraire, l'évaluer et se repérer. Alors, ce trouble des fonctions exécutives trouve de façon assez proche aussi son expression, même si les choses peuvent être différenciées d'un point de vue neuropsychologique, à travers l'atteinte des fonctions instrumentales que tout le monde connaît, donc une atteinte dans la vie quotidienne, une incapacité à réaliser certaines tâches comme le ménage, la lessive, mais aussi la gestion des repas, les courses, etc. Donc on voit en quoi un patient peut être altéré très rapidement, mais comment deux patients vont être très dissemblables. Donc il est important, pas seulement de s'intéresser au déficit, mais de s'intéresser aussi à ce qui est préservé. Et on a tous, gériatres et tout professionnels, tous soignants impliqués dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, maintenant tendance à le dire, il faut s'intéresser aux capacités préservées. Alors ces capacités préservées, donc il faut savoir les repérer pour pouvoir les stimuler et travailler avec le patient. Évidemment, tout cela est très délicat puisqu'il n'y a pas de règles, et puis aussi parce que les déficits et les capacités préservées peuvent fluctuer dans le temps, rien n'est constant, et ce pour un même malade. Ce qui fait que ce qu'il peut faire, il peut le faire parfois, il peut le faire transitoirement, il peut le faire parfois en permanence, mais pas tous les jours de la semaine. Donc évidemment, c'est problématique. Cette analyse discriminante, il faut pouvoir la conduire. Et on voit en quoi le questionnement éthique va être forcément conditionné par ces éléments, c'est-à-dire la nature des déficits, leur intensité, leur fluctuation et en définitive, leurs répercussions dans la vie courante. Alors, on va passer au point numéro 2 tout de suite, sans tarder, donc, qui est celui des troubles du comportement, et ce pour ajouter un niveau de complexité supplémentaire. Donc, en introduisant la dimension comportementale, évidemment,
on rentre dans quelque chose qui est peut-être encore plus délicat. Les troubles du comportement sont parfois discrets, mais pas toujours au début de la maladie. Donc l'anosognosie, l'inconscience des troubles, pourra entraîner nombre d'idées de préjudice, enfermer le malade dans le déni, mais le degré de conscience est finalement variable, fluctuant. Ce qui, évidemment, change tout d'un point de vue éthique et juridique. Si l'on est confronté à un sujet totalement inconscient de son déficit, partiellement conscient, conscient à certains moments, ou à l'extrême totalement anosognosique. La compliance aux soins et aux mesures proposées sera alors évidemment extrêmement différente. On pourra aussi penser que le risque anxieux et dépressif sera lui aussi variable. Finalement, chaque trouble comportemental mérite d'être décrit, évalué avec soin, en particulier pour déterminer s'il peut être accessible à une thérapeutique, qu'elle soit médicamenteuse ou non médicamenteuse. Entre l'apathie, la pragmatisme, donc tout ce qui est du côté du ralentissement, et puis à l'inverse, l'agitation, l'agressivité, les déambulations, qu'elles soient diurnes ou nocturnes. Donc la liste est très longue et on mesure la différence et toutes les conséquences qu'il peut y avoir dans la vie quotidienne. Et donc tout l'intérêt de l'évolution des lois qui finalement vont accorder une part d'autonomie variable et vont s'intéresser à ce qui existe encore, ce qui est mobilisable. Donc c'est l'esprit des dernières lois chez le sujet atteint de maladie d'Alzheimer. Alors, on peut aussi classer les patients par rapport à leur stade. Vous le savez, il existe des stades débutants, modérés, des stades légers, en fonction du degré du score au MMS, un stade modéré et puis un stade sévère. Mais finalement, quand on a parlé de ces stades, vous voyez tout de suite qu'on n'a pas dit grand-chose. En tout cas, que cette information ne peut absolument pas suffire pour accompagner le soignant ou pour décider d'une mesure de protection ou pour anticiper. Alors, j'en arrive à l'anticipation. Donc, je suis désolé, je suis passé très vite sur la notion de complexité. On pourrait faire une démonstration beaucoup plus longue, mais je pense qu'il suffit d'avoir vu quelques patients Alzheimer pour voir en quoi cette complexité existe et nous pose problème. Alors, évidemment, l'anticipation, je vais être le premier à dire, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été énoncé ce matin, qu'elle est nécessaire. Il faut éviter les catastrophes, et on en voit encore trop souvent parce qu'on n'a pas pris les mesures qu'il fallait pour aider le patient. Mais, autre remarque, du fait de cette complexité et des troubles du comportement en particulier, il n'est pas toujours facile d'anticiper, bien évidemment. Donc, dans les phases de début, on a tendance à privilégier évidemment le consentement et à évoquer avec le patient. Alors je me place dans l'évolution de la maladie, pas en amont, puisque mon propos est de traiter de l'évolution de la maladie. Mais dans cette phase débutante, on a la possibilité d'évoquer la personne de confiance, le mandat de protection future, les directives anticipées, si le patient l'accepte. Mais il y a un certain nombre de patients, comme vous le savez, qui refusent même l'annonce du diagnostic. Donc, ainsi, prenons l'exemple d'une patiente qui vivait à domicile seule, qui avait une maladie d'Alzheimer débutante, mais avec une anosognosie phénoménale et qui, en fait, refusait toute aide. Cette patiente, il n'était absolument pas possible d'aborder cette anticipation. Et donc, du fait des troubles du comportement, une mesure de protection avait néanmoins été envisagée. Elle avait même été auditionnée par un juge des tutelles qui avait conclu qu'on devait en rester là pour l'instant et qui n'avait pas suivi les recommandations de l'expert psychiatre qui préconisait une curatelle renforcée. Donc cette patiente est restée à domicile et à un moment donné, des troubles nutritionnels sont apparus parce qu'une incurie s'était installée. Et à un moment donné, les médecins, son médecin traitant, avec la complicité d'un autre médecin et de la famille, mais en ayant tout essayé et en ayant proposé des aides à plusieurs reprises, ont décidé de la placer contre sa volonté. Et à la surprise générale, alors qu'obstinément elle refusait tout placement, en fait, elle s'est parfaitement insérée dans l'institution. Donc évidemment, ce sont des cas comme ça qui nous interpellent et qui nous montrent que l'anticipation n'a absolument pas été possible, qu'il a fallu attendre des éléments de dégradation supplémentaires pour pouvoir imposer à cette patiente quelque chose qui pouvait quand même être de l'ordre d'une certaine violence et qui nous questionne. Néanmoins, son insertion et sa vie sociale retrouvée en maison de retraite, évidemment, nous questionne aussi. Et puis finalement, on peut se poser d'autres questions d'un point de vue éthique. Faut-il considérer les sujets ou faut-il
avoir l'illusion que nous sommes des êtres séparés et capables d'autodétermination jusque dans les moments ultimes de notre existence, même à travers la maladie. Est-ce qu'il n'y a pas là une chimère à se concevoir de la sorte? Est-ce qu'il faut aussi demander au juge de régler toutes les situations que nous n'arrivons pas à régler au niveau du soin? Le questionnement éthique comme ça pourrait être prolongé et pas seulement sur un plan éthique. Un deuxième exemple qui montre la difficulté de l'anticipation, donc une personne qui avait une maladie d'Alzheimer à un stade extrêmement débutant, extrêmement léger, mais après le veuvage auquel elle a été confrontée, en fait s'est dégradée. Donc elle a perdu son mari, elle a commencé à ne plus s'alimenter, le diagnostic de dépression a été écarté, elle s'est repliée sur elle-même et tout a été mis sur le compte de la maladie d'Alzheimer. Mais en fait, elle a tout refusé, tout ce qu'on lui proposait, et puis finalement, elle a décompensé une insuffisance surrénale qu'elle avait. Elle s'est retrouvée donc en milieu hospitalier, en réanimation. À la suite d'une colite ischémique, elle a eu une colectomie, une colostomie. Elle a fini en réanimation après un séjour extrêmement prolongé. C'est pas un mouton à 5 pattes que je vous raconte, c'est un cas de la semaine dernière dans l'hôpital où je travaille. Cette patiente, moi j'étais appelé en tant que médecin gériatre et de soins palliatifs pour aider à la décision. Et évidemment, il n'y avait plus grand-chose à faire pour cette malade, mais ça interroge sur la possibilité, la faisabilité de l'anticipation. Alors, est-ce qu'on aurait pu proposer aussi d'un point de vue juridique? Alors, je vais en arriver, j'accélère un petit peu, hein, parce que je sens le regard de Joël. Dans 10 minutes, tu peux y aller. D'accord. Alors, oui, je vais passer peut-être aux phases tardives. Donc, s'il est classique d'envisager l'anticipation dans les phases débutantes, on peut encore aussi, ce que je vais vous dire, c'est que l'anticipation n'est pas l'exclusivité ou la mesure ou l'attitude exclusive que l'on doit avoir uniquement dans les phases débutantes, mais que l'anticipation est encore possible dans les phases tardives. Mais là, il ne s'agit plus, enfin les phases tardives, les phases évoluées de la maladie, mais il ne s'agit plus de s'intéresser seulement au consentement de la personne, au consentement qu'elle peut donner. Il ne s'agit plus seulement de s'intéresser aux capacités préservées et aux déficits de façon donc discriminante. Il faut aussi imaginer une autre façon d'aborder le patient. Et là, on est beaucoup plus dans une éthique du soin et peut-être une éthique du care, et aussi dans une conception de l'autonomie telle que Fabrice Zil nous l'a bien montré au cours de différentes conférences qui sont d'ailleurs accessibles à toutes sur le site de l'Espace Éthique. Alors, je vais donc m'attarder un petit peu, ce sera le quatrième point, sur ces phases évoluées de la maladie d'Alzheimer, puisqu'il faut parler de l'évolution, donc on arrive aussi à des phases beaucoup plus évoluées. Donc je rappellerai simplement que les dernières recommandations pour la prise en charge des patients au stade sévère, c'est celle de 2011, qu'elles insistent sur la clarification du parcours de soins, sur la personnalisation du traitement et la préparation de l'entrée en institution, sur l'approche globale et pluridisciplinaire dont on nous dit qu'elle doit être valorisée. Alors évidemment, là, il y a un effort de clarification qui est indéniable, mais dans ces phases avancées de la maladie, je pense que l'anticipation ne doit pas consister seulement à éviter les excès possibles de la prise en charge, c'est-à-dire trop de traitement ou pas assez de traitement, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique ou l'abandon prématuré de l'autre côté. Donc il faut aller plus loin. Et j'ai essayé de partir du constat que font la plupart des équipes de soins, à la fois en domicile et en EHPAD, qui ont en charge ces sujets malades, et qui disent bien que les malades au stade sévère présentent souvent dans leur vie quotidienne un mélange d'investissement et de désinvestissement, que les véritables ruptures ne sont pas toujours là où on les attendait, et qu'une forme de continuité est parfois encore possible. Je cite aussi les propos qui me sont revenus en discutant avec les soignants. Et finalement, je me dis, on pourrait imaginer, puisque on est aussi dans un colloque qui comporte une part de recherche, une approche très différente qui tiendrait compte à la fois de 3 pôles simultanément. Donc, on pourrait s'intéresser à l'analyse des ruptures subies par le patient, qu'elles soient cognitives, psychologiques, sociales, et essayer de leur donner du sens, sans a priori, sans projection personnelle.
Le deuxième pôle serait de rechercher les éléments de continuité dans sa vie, malgré ces ruptures identifiées. Ce serait une deuxième étape intéressante, peut-être importante. Et puis, au-delà de cette continuité, plus ou moins préservée parfois, il s'agirait de mesurer donc les modalités d'adaptation et les temps qui sont et les moments encore investis, les lieux investis de son existence. Alors un mot sur les, je vais passer très rapidement, un mot sur les ruptures, parce que tout ça mériterait évidemment un projet, un développement beaucoup plus important. Dire un mot sur les ruptures. Évidemment, la maladie d'Alzheimer en elle-même, l'atteinte cognitive, est une rupture par rapport à son histoire personnelle, ne serait-ce que parce que l'accès aux souvenirs est difficile, et puis parce qu'on réalise difficilement de nouveaux investissements. Il y a une rupture aussi dans la façon dont on est en relation avec la réalité, dans la mesure où on a une incapacité progressive à la prise de distance, ce qui nous protège, être capable de rationaliser l'existence, de se mettre à distance des événements que l'on vit, qui nous arrivent parfois en pleine figure, ce que le malade d'Alzheimer ne peut plus faire. Or, sa vie affective, ses émotions, elles sont toujours là. Ce n'est pas un être privé totalement de rationalité, parce qu'il y a toujours une part de raison possible, à moins qu'on soit dans une phase très avancée de la maladie. Mais quand cette raison n'est même plus possible, il y a encore les émotions et l'ensemble de la vie affective. Donc, il y a d'autres ruptures, je vous disais, des ruptures psychologiques, ça fait le lien avec les ruptures psychologiques. Donc, il y a parfois, et ça aussi, c'est issu, ce que je vous dis, c'est issu de constatations dans les ateliers mémoire et tels qu'on peut en mener dans les unités Alzheimer ou dans les accueils de jour. On s'aperçoit que les centres d'intérêt des malades peuvent évoluer de façon importante. Et je crois qu'il faut éviter d'enfermer les sujets dans des préférences qui ne seraient pas actualisées pour faire un inventaire des habitudes de vie qui seraient déjà dépassées et qui ne reflèteraient absolument pas les préoccupations. Et ça n'aurait évidemment aucun sens. Et puis à travers les difficultés psychologiques, on s'aperçoit parfois avec surprise que le deuil de l'animal de compagnie peut être plus douloureux que la disparition d'un enfant, que la séparation du domicile ne sera pas si traumatisante qu'on l'avait pensé, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Alors la rupture sociale peut être la plus importante. Je disais qu'elle n'est pas toujours vécue négativement, et je vous avais donné un exemple, le premier exemple que j'avais cité. Le passage en maison de retraite, néanmoins, est vécu de façon traumatisante par un certain nombre de sujets, ne serait-ce que parce qu'on n'y est pas du tout préparé. Et là, au moins, s'il y a un message à faire passer, c'est vrai qu'il y a très peu d'anticipation de ce côté-là. Et peut-être qu'on en est tous responsables, parce qu'il y a une part de nous-mêmes, finalement, qui est plutôt du côté du respect du consentement, de la liberté, de l'autodétermination, du bonheur à domicile et de la vie familiale idyllique qui serait partagée jusqu'au bout. Donc il y a une part de nous-mêmes qui se refuse à envisager la maison de retraite. On ferait un sondage aujourd'hui, évidemment, personne ne signerait pour une maison de retraite, enfin peut-être 2-3 courageux. Voilà, évidemment, l'observation de nos patients en maison de retraite contredit souvent ces idées, ces a priori. Joël, il me reste encore 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, bon. Alors, on trouve aussi des éléments de continuité à travers une histoire personnelle. Je crois qu'il ne faut pas être caricatural, même quand on s'occupe de patients Alzheimer au stade sévère. Ils ont parfois des moments de leur histoire personnelle qui reviennent. Et ça, il faut vraiment le savoir. Il ne faut pas dire qu'on a tiré un trait sur le passé. Et c'est une réalité qui est peut-être extrêmement fragmentaire, parce que c'est à certains moments et pas à d'autres, et parfois rarement. Mais c'est utilisable, c'est mobilisable, je dirais, dans une confrontation au vécu actuel. Et une fois qu'on a levé des réticences, parce que s'insérer dans un groupe quand on a une maladie d'Alzheimer, c'est pas facile, parfois on voit certains patients qui arrivent à redonner du sens à leur vie et qui vont même vers les autres et qui vont même les aider. Alors le troisième pôle, je vous disais, donc donner du sens aux ruptures, donner du sens à la continuité, donner du sens à ce qui est du côté du renoncement et de l'investissement. En fait, il y a 3 façons de terminer sa vie quand on est atteint d'une maladie d'Alzheimer. Soit on décide que c'est insupportable et c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de suicide philosophique. Soit on est effondré, on est dépressif et dans un moment d'anxiété et profonde dépression, donc on passe à l'acte.
peut exister aussi. Mais finalement, la façon la plus sûre et la plus fréquente de terminer sa vie, c'est de refuser de coopérer, de refuser de se mobiliser, de manger et de boire. Et ces patients, alors on dit que c'est un suicide passif, je ne sais pas s'il est si passif que ça, parce que finalement, c'est quand même peut-être la dernière forme de maîtrise, quand on ne peut plus maîtriser le reste, qui nous reste pour dire non, je ne veux plus. Et donc, certains patients terminent ainsi leur vie, et c'est certainement le renoncement le plus classique que l'on observe. Alors, 30 secondes, j'en arrive à la conclusion. Donc, en conclusion, je dirais qu'il nous faut saisir la complexité des sujets malades en réalisant une analyse précise des déficits et des troubles comportementaux, mais aussi des capacités préservées. C'est vrai que ça, il ne faut pas l'oublier. Il nous faut anticiper autant que faire se peut les complications en sachant la difficulté et les limites, et qu'il y a parfois donc des aggravations qui sont inéluctables et qu'il faut aussi savoir respecter. On ne peut pas tout et le juriste ne pourra pas tout non plus. Alors il faut, et c'est le troisième point, faire aussi preuve d'inventivité et de responsabilité dans ces fameux projets de vie, projets de soins. On nous bassine avec les projets de vie, les projets de soins dits personnalisés que nous devons élaborer. Alors il y a quand même des bonnes choses dans ces projets, bien entendu. Tout patient devrait bénéficier d'une réflexion collégiale tenant compte des ruptures subies et de leurs conséquences avérées et pas celles que l'on suppose, des formes de continuité qu'il parvient à maintenir dans sa vie. Et il faudrait aussi oser s'interroger d'une façon un peu mieux formalisée à son attachement ou à son renoncement à la vie. Alors tout ceci devrait figurer dans les dossiers, évidemment on le voit très peu. Il nous faut donc recréer du lien, ce lien qui parfois fait défaut au malade, ce fil conducteur que le malade et sa famille ont souvent perdu ensemble ou successivement. Créer du lien donc pour redonner du sens à nos actions et assumer pleinement notre responsabilité d'aidant et de soignant. Le but n'est pas de s'affranchir de ce que le droit nous apporte, ça on l'a largement vu ce matin, mais d'éviter, à mon avis, le recours à une légalité qui viendrait au secours d'une légitimité éthique un peu défaillante, surtout quand on est dans l'impasse et qu'on ne va pas jusqu'au bout de ses convictions. Voilà, mais tout ceci, ce n'est qu'une proposition et un plan de travail pour plus tard. Merci.